Dans les minutes qui vont suivre, je vais tenter de te présenter un point de vue qui diffère des opinions les plus répandues concernant elle. Les propos et arguments qui vont être présentés ne sont pas nécessairement populaires et ne cherchent pas à l'être. Ainsi, si tu es assez curieux pour continuer jusqu'à la fin, je t'invite à découvrir les raisons qui me poussent à penser que elle est le véritable méchant de Death Note. Bon visionnage. Qui est véritablement elle? Dans Death Note, quand on cherche à savoir qui est elle, on aura souvent tendance à commencer par une description physique. Cheveux noirs, pull blanc, jean bleu. Ensuite, on essaiera de mettre en avant ses traits de personnalité. Et là, généralement, ça devient plus compliqué. Connaître elle, c'est même l'un des enjeux du manga. Avant de connaître son nom, on apprendra à connaître elle de bien des manières. Que ce soit pour ses côtés obsessionnels, ses côtés bizarres, ou encore ses côtés pervers. Mais c'est quand il sera comparé à Light que l'on en apprendra le plus. Lors de la première apparition de elle, celui-ci nous est présenté comme l'exact opposé de Light. Alors que Light nous est présenté comme un élève parfait, populaire, conformiste, avec un certain sens de la morale et de la justice, elle nous est présentée comme un élève rebelle, asocial, anticonformiste et ambigu moralement. Il est indifférent au regard des autres et semble préférer vivre isolé. Alors que Light est plutôt soucieux du regard des autres et semble ne pas vouloir ni pouvoir vivre seul. Elle blesse fréquemment les personnes avec lesquelles il travaille, souvent par manque de considération pour leurs sentiments, alors que Light, au contraire, fait très attention aux mots qu'il utilise quand il interagit avec les autres personnages. Ces différentes attitudes peuvent trouver leur explication à travers le contexte de chacun. Déjà, culturellement, les personnages sont d'origine différente. Light est japonais, alors que elle est anglais. Pour les japonais, il y a une séparation entre le honne, ce qu'ils pensent réellement, et le tatemae, ce qu'ils expriment publiquement. Pour elle, et beaucoup d'occidentaux, cette séparation n'est pas aussi tranchée et claire. Elle nous semblera donc beaucoup plus authentique et vraie que Light, qui lui, sera beaucoup plus perçu comme quelqu'un de faux et artificiel. Ensuite, dans son quotidien, elle n'a pas forcément besoin de faire attention aux sentiments des autres, dans le sens où c'est un enquêteur de renommée mondiale, amené à travailler avec des organisations internationales comme Interpol ou encore la police japonaise. Elle est en quelque sorte une star. Ses capacités sont reconnues et admirées par tous. Tout le monde souhaite travailler avec lui. Il est donc habitué à ce que les gouvernements se plient à ses désirs, notamment s'il souhaite obtenir son aide. Son statut de meilleur détective au monde lui permet une très grande autonomie financière et relationnelle. Light, malgré toutes ses qualités, reste un simple lycéen qui évolue essentiellement dans un cadre fermé et réduit. Ce cadre semble se limiter à sa famille et aux élèves de son école. Light est peut-être le meilleur lycéen du Japon, mais elle est le meilleur détective au monde. Lorsque Light reçoit le Death Note, il y voit une chance pour l'humanité, alors que elle, quand il constate l'utilisation des pouvoirs du Death Note et les personnes qu'il cible, il y voit plutôt un danger pour l'humanité. Light nous est présenté comme un optimiste, ce qui peut s'expliquer par son jeune âge. Il a 17 ans au début de Death Note. Light n'est pas encore amer. Il n'a pas encore expérimenté certaines épreuves de la vie. Déjà, il vient d'une bonne famille, il est très beau et populaire, ses parents s'aiment et aiment leurs enfants. En revanche, elle nous est présentée comme un pessimiste. Cela peut s'expliquer aussi par son âge. Il a 24 ans au début de Death Note et a sans doute déjà traversé des épreuves difficiles dans sa vie. Elle a perdu ses parents très jeunes et a grandi dans un orphelinat. Il n'est pas spécialement décrit comme beau ou populaire, il a probablement connu des brimades à l'orphelinat en raison de ses comportements étranges et de sa différence. Pour le spectateur, il est plus facile de s'identifier à elle qu'à Light, car, généralement, les personnes populaires passent beaucoup plus de temps à être beaux et sociaux qu'à lire des mangas dans de sombres bibliothèques au CDI. Quand on regarde la vie de Light, il n'a pas beaucoup de raisons d'être pessimiste. Tout va bien pour lui, au point même qu'il s'ennuie dans son quotidien parfait et sans vagues. Comme il a déjà résolu tous ses problèmes, il n'a aucun obstacle à sa réussite. Il se sent capable de s'occuper des problèmes des autres à l'aide du Death Note. En revanche, elle, ayant vécu une vie plus compliquée et n'étant pas propriétaire du Death Note, anticipe déjà les problèmes que pourrait poser son utilisation et se montre plus conservateur. Il préfère ne prendre aucun risque. Il préfère continuer à utiliser des institutions imparfaites mais fonctionnelles. En ce sens, elle n'a pas de rêve. Dans les shonen, les personnages principaux sont souvent porteurs d'un rêve ou d'un idéal. Luffy aspire à devenir le roi des pirates, Naruto rêve de devenir Hokage et Goku souhaite devenir le plus fort. Elle, quant à lui, est animé par la volonté d'arrêter Kira. Cependant, peut-on affirmer qu'il s'agisse réellement d'un rêve au sens classique du terme? Elle, possède-t-il des rêves ou des idéaux qui vont au-delà de cette enquête? Que cherche-t-il précisément? Elle est l'un de ces individus indissociables de leur profession, tant celle-ci occupe une place importante dans leur existence. Dans Death Note, il nous est révélé que elle consacre sa vie entière à son métier. Plusieurs indices laissent présumer que cette dévotion découle d'un besoin profond de résoudre les énigmes. Une preuve de cette dévotion peut se trouver dans son mode de vie, plutôt solitaire. En témoigne son apparence négligée et son ascension fulgurante au rang de plus grand détective du monde à seulement 24 ans. Résoudre des énigmes semble avoir une importance capitale pour elle. C'est son identité et son obsession.
Par conséquent, lorsque elle enquête sur Kira, le fait-il par altruisme ou pour le bien de l'humanité? Est-il bien intentionné ou animé par son obsession personnelle? Les méthodes employées par elle pourraient nous éclairer sur ses motivations profondes. Lorsqu'Interpol décide de faire appel à lui pour retrouver Kira, il élabore un piège ingénieux. Ce piège consiste à demander à un homme condamné à la peine capitale de menacer Kira en direct, à la télévision, en se faisant passer pour elle. Éthiquement, le plan est discutable, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, l'utilisation d'un condamné à mort, comme appât, la menace de mort proférée contre Kira, et surtout, le risque d'échec du plan soulève toutes des objections d'ordre moral et juridique. Pour que le plan réussisse, il faut que Kira tue le faux elle. Si Kira ne tue pas le faux elle, ils seront bloqués dans l'enquête. À ce stade de l'histoire, les enquêteurs n'ont pratiquement aucun moyen de remonter à Light. Le plan implique que la police japonaise, la chaîne de télévision et Interpol soient d'accord avec le fait de diffuser un meurtre en direct. La diffusion en direct a lieu brutalement aux heures de grandes écoutes, ce qui signifie que des enfants et des personnes sensibles pourraient tomber sur l'émission. Cela pose plusieurs problèmes juridiques, notamment pour la chaîne qui accepte la diffusion. Ont-ils légalement le droit de faire ce que demande elle? La chaîne risque de recevoir de nombreuses plaintes pour avoir traumatisé des téléspectateurs et trompé leur confiance. On peut même imaginer un risque de perte d'audience durable. Quelle menace elle a-t-il pu faire à la chaîne pour qu'elle accepte? Quels leviers psychologiques ont été actionnés sur le criminel Lind L. Taylor pour le convaincre de défier publiquement Kira et peut-être accélérer son exécution? Lui a-t-on promis sa libération en échange de sa collaboration? Elle a-t-il le pouvoir juridique de tenir ce genre de promesses? Et surtout, s'il est du côté de la justice, accorderait-il des faveurs à un criminel condamné pour un crime qui semble mériter la mort, même de son point de vue? Si le plan de elle n'avait pas réussi du premier coup, combien de fois Lind L. Taylor aurait-il dû recommencer son direct? Aurait-il dû faire un direct pour chaque pays du monde, en jouant à la roulette russe? Est-ce un traitement respectueux de la dignité humaine, même pour un criminel? Bref, quand on y réfléchit attentivement, ce plan n'est absolument pas éthique ni légal, et il ne fait surtout pas de elle une meilleure personne que Light. Envisager d'utiliser ce genre de stratagème nécessite une morale tordue, une morale qui implique, comme le disait Machiavel, que la fin justifie les moyens. À la fin de la confrontation télévisuelle, elle affirme que c'est lui, la justice. Quand il dit cela, il ne parle pas des institutions japonaises ou d'Interpol, mais bien de lui, en tant qu'individu. Sinon, il dirait « on est la justice ». Cette déclaration suggère que elle se place au-dessus de la loi et du système judiciaire. Elle semble alors représenter une autre forme d'autoritarisme qui entre en conflit avec l'autoritarisme de Light. Elle représente une forme d'autoritarisme technocrate, dans le sens où son statut de meilleure détective au monde lui confère une position de pouvoir et d'influence indéniable, le plaçant ainsi au-dessus de Light dans la hiérarchie sociale. Il dispose de privilèges car les institutions en place ont besoin de lui. Il est très probable que elle croit que les décisions doivent être prises par des experts qui possèdent les connaissances et les compétences nécessaires. En ce sens, il est très probable que elle soit plutôt méfiant à l'égard de la démocratie et de la participation populaire, car elle a tendance à privilégier l'efficacité et la rationalité au détriment de la justice et de l'équité. Les institutions ont besoin de elle et acceptent son autorité car il est exceptionnellement intelligent et capable de résoudre des problèmes complexes que personne d'autre ne peut résoudre. Finalement, si elle et Light partagent une tendance à l'autoritarisme, pourquoi s'opposent-ils? Un élément de réponse à mon sens se trouve dans la profession de elle, encore une fois. Elle est un détective qui semble en l'occurrence spécialisé dans l'arrestation de criminels, dans le sens où celui-ci lui permet de gagner de l'argent. Il serait légitime de penser que l'argent gagné grâce à ses enquêtes lui permet de financer son mode de vie. Si Light tue tous les criminels, comment elle fera-t-il pour gagner sa vie? Cette perspective pourrait expliquer en partie son opposition farouche à Light et à ses actions. Il est très probable que les meurtres orchestrés par Light aient baissé ses revenus et son chiffre d'affaires, et qu'arrêter Kira soit devenue sa seule mission encore d'actualité. Les conditions autour de l'émission spéciale diffusée peuvent laisser penser que elle semble avoir certains passe-droits, notamment grâce à l'aide qu'il apporte à la police. Il n'est pas délirant d'imaginer que ces passe-droits ne tiennent désormais plus si la police n'a plus besoin de elle. En conclusion, plusieurs éléments du scénario laissent supposer que elle est lui-même un criminel. Dans l'arc Yotsuba, elle avoue collaborer avec une voleuse et un arnaqueur, tous deux criminels. Comment les a-t-il rencontrés? Les menace-t-il? Quelle est la nature de sa relation avec eux? Pourquoi leur accorde-t-il sa confiance? Le fait qu'elle accorde sa confiance à des criminels suggère une histoire commune avec eux. Cela implique également qu'il utilise des méthodes très peu légales. Il est très difficile d'imaginer que les conditions de détention de Misa, les demandes faites au père de Light, ou encore sa collaboration avec des criminels soient parfaitement légales. D'ailleurs, pendant l'arc Yotsuba, elle se retrouve sans le soutien de la police. Et pourtant, il persiste à enquêter, ce qui le place en situation d'illégalité, comme il l'avouera lui-même plus tard. Donc, si elle est lui-même un criminel, il semble cohérent qu'il s'oppose à Kira, car en effet, il est probable que lui aussi soit à un moment donné tué par Kira. En tant que spectateur, nous ne connaissons pratiquement rien de la vie de elle, et nous ne savons rien de ce qu'il a dû faire pour atteindre sa place de meilleur enquêteur du monde et surtout la maintenir.
Sa facilité à contourner la loi laisse penser que c'est une habitude chez lui. D'ailleurs, l'auteur lui-même indique que Nier et Melo, en deuxième partie du manga, sont censés représenter chacun une partie de L. Donc si on y réfléchit réellement, si Nier semble représenter le côté surdoué de L, qu'est-ce qu'est censé représenter Melo, qui factuellement, il faut le rappeler, travaille avec la mafia. Quand on réfléchit au scénario sous cet angle, l'affrontement entre L et Light, pendant l'émission spéciale en direct, prend un tout autre sens. D'un côté, nous avons Light, un lycéen de 17 ans sociable, qui n'a connu que le monde des études et aspire à devenir policier, profondément imprégné des valeurs morales de son père Soichiro, que d'ailleurs l'auteur présente comme le véritable héros et personnage bienveillant de la série, face à elle, un détective asocial de 24 ans, vraisemblablement habitué aux enquêtes sordides, qui collabore avec des criminels et qui semble incarner une certaine figure d'un adulte marqué par les épreuves de la vie. D'ailleurs, quand elle juge les actions de Light, est-ce qu'il ne le fait pas en tant qu'adulte aigri et désabusé par la nature humaine, en tant qu'adulte confronté quotidiennement à la noirceur de l'âme humaine? Mais surtout, ne le fait-il pas en tant qu'adulte ayant des intérêts financiers à arrêter Kira? Lorsqu'il émet des hypothèses sur Kira, il présume qu'il s'agit vraisemblablement d'un adolescent, en raison de son utilisation idéaliste du Death Note. Il estime qu'une utilisation plus mature consisterait à suivre l'exemple du groupe Yotsuba, c'est-à-dire exploiter le Death Note à des fins personnelles. Pour le cas du groupe Yotsuba, en éliminant des concurrents. Pour elle, il semble que toute utilisation idéaliste du Death Note ou toute volonté de changer le monde relève donc d'un raisonnement simpliste. Je serais très curieux de savoir ce que pensent, elles, les personnes qui votent. En ce sens, peut-on légitimement se demander si elle n'utiliserait pas le Death Note à des fins personnelles, par exemple pour faire avancer ses enquêtes et consolider sa position de numéro 1. Il est très difficile d'imaginer elle en faire une utilisation altruiste, car elle n'est pas un individu sociable. De nombreux passages dans l'anime illustrent son manque de considération pour les autres, et sa tendance à les traiter comme des pions. En ce sens, il n'est pas si différent que cela de Light. D'ailleurs, plusieurs passages dans l'anime et le manga le mentionnent. Normalement, à ce stade de l'analyse, tu dois au moins penser que elle est aussi louche que Light. Finalement, ce qui les différencie est peut-être juste la possession du Death Note. Objet central de l'intrigue, le Death Note est l'outil qui permet à Kira d'imposer sa vision du monde. S'il s'avère redoutablement efficace pour éliminer les criminels, il n'est pas sans danger. Sa simplicité d'utilisation et son caractère surnaturel retirent les barrières morales habituelles et désensibilisent son utilisateur à l'acte de tuer. Plusieurs éléments dans Death Note suggèrent que le véritable problème réside dans le pouvoir démesuré du Death Note, et non dans son utilisateur. D'ailleurs, lorsque l'on demande à l'auteur de Death Note qui est le gentil entre elle et Light, il répond que Light est le diable incarné, mais que elle ne vaut guère mieux que lui. Par contre, il précise que si un personnage pouvait véritablement être considéré comme bon, ce serait sans doute Soichiro, le père de Light. À un moment, Soichiro dit que le problème réside avant tout dans le pouvoir de tuer autrui conféré par le Death Note, et non dans son utilisateur. Celui qui s'approprie ce pouvoir est irrémédiablement maudit. Comme le souligne le dieu de la mort Ryuk, tous les utilisateurs du Death Note ont connu un destin tragique, marqué par le malheur et la tristesse. Certains passages du manga suggèrent même l'existence d'une force émanant du cahier, poussant son détenteur à tuer. Ryuk précise également dès son apparition que l'utilisateur du Death Note ne va ni en enfer ni au paradis. Pour quelqu'un d'innocent, c'est une terrible perspective. Il est déjà condamné, et aucune bonne action n'y changera quelque chose. En revanche, pour quelqu'un ayant déjà commis de nombreux crimes, le Death Note devient beaucoup plus intéressant. Il est également mentionné que lorsqu'un cahier d'un dieu de la mort tombe dans le monde des humains, le dieu de la mort est lié à celui qui ramasse le cahier. Cet humain en devient le nouveau propriétaire. Toutefois, si l'humain meurt, le dieu de la mort peut retourner dans son monde. En ce sens, la relation entre Light et Ryuk prend une autre dimension. Ryuk, qui cherche avant tout le divertissement, voit en Light un sujet d'amusement. D'ailleurs, dans l'anime comme dans le manga, c'est lorsque Light cesse de divertir Ryuk que ce dernier écrit son nom dans le cahier. En effet, nous savons que Ryuk connaît la date naturelle du décès de Light, qu'il l'a consulté au début de leur rencontre, et que lorsque Light est sur le point de se faire attraper, il consulte de nouveau son espérance de vie et trouve que Light vivra trop longtemps. Du coup, de façon arbitraire, Ryuk décide de mettre fin à la vie de Light en écrivant son nom dans le cahier. On peut donc en conclure que Ryuk aurait pu tuer Light à tout moment lorsqu'il était avec lui, s'il avait cessé de le divertir. En ce sens, la relation entre les deux personnages peut ressembler à une prise d'otage. En effet, Light, après avoir utilisé le Death Note, et toute personne utilisant le Death Note, est condamnée à ne pas aller au paradis ou en enfer. Son destin après la mort est incertain. Le néant est une possibilité réelle. Théoriquement, cette perspective a déjà de quoi rendre fou. On peut également comprendre la motivation de Light à vouloir créer un paradis sur Terre de son vivant, face à l'absence de récompense céleste après la mort, et son intérêt à aller toujours plus loin s'il craint de devenir trop ennuyeux pour Ryuk, qui d'ailleurs l'encourage en le félicitant régulièrement. Dans une certaine mesure, Light pourrait être considéré comme une victime du Death Note.
Vers la fin de Death Note, Neo propose une version alternative de l'au-delà à Light. Il revient sur ce qu'il lui a dit en affirmant qu'après la mort, il n'y avait que le néant. Il n'est donc soudain plus question de paradis ou d'enfer. Cette affirmation, que l'on trouve surtout dans le manga, peut créer une incohérence dans l'œuvre et compliquer l'interprétation. Cependant, il est important de relativiser cette affirmation, notamment au regard du processus créatif de Death Note et de nombreux autres shonen. Il est fréquent que les auteurs eux-mêmes ignorent le dénouement de leur histoire quand ils la commencent. Ils avancent souvent sans connaître précisément la fin, doivent s'assurer que chaque publication hebdomadaire maintienne l'intérêt du lecteur. Plusieurs passages du How to Read le confirment. Cette situation peut entraîner divers types d'incohérences. L'imagerie de Death Note semble suggérer l'existence de l'enfer et du paradis. Donc, on va faire comme si c'était vrai. Normalement, si le travail a été bien fait, tu dois au moins être convaincu que Light est en quelque sorte victime du Death Note. Du coup, si Light est une victime du Death Note, pourquoi pense-t-on que elle est gentille et Light est méchant? Death Note regorge de symboles. Ces symboles se manifestent sous des formes variées. Parmi les symboles les plus marquants, on trouve l'utilisation des couleurs, qui jouent un rôle crucial dans la perception des personnages et des thèmes abordés. L'opposition entre le rouge et le bleu est particulièrement notable. Dans l'anime, le rouge est souvent associé à Light. Le bleu, quant à lui, est davantage lié à elle. Dans le manga, on remarquera une différence. Light sera beaucoup plus associé au noir, tandis que elle sera associée au blanc. Cette utilisation contrastée des couleurs conditionne en partie la perception des personnages dès le départ. Le rouge et le noir, traditionnellement associés au mal dans la culture occidentale, tendent à diaboliser Light, tandis que le bleu et le blanc, associés au bien, confèrent une aura plus positive à elle. L'utilisation de ces symboles chrétiens renforce l'idée d'une opposition entre le bien et le mal, et peut amener le public à interpréter les personnages de manière manichéenne. L'utilisation des symboles peuvent laisser penser que dans l'histoire, il y a bel et bien un méchant et un gentil. Dans ses expressions faciales, elle aura des changements d'expression peu variés. Cela renvoie en quelque sorte à une certaine stabilité émotionnelle, alors que Light, par opposition, utilisera une multitude d'expressions différentes, parfois opposées, dans des laps de temps très réduits. Cela renvoie à de l'instabilité émotionnelle et à un certain déséquilibre mental. En ce sens, quand l'histoire nous amène à choisir entre un personnage stable et vrai et un personnage instable et faux, le bon sens voudrait que l'on ait une préférence pour le personnage de elle, car visuellement, Light fait plutôt peur. Néanmoins, doit-on pour autant donner tort à Light et raison à elle concernant l'utilisation du Death Note? N'est-ce pas simpliste de simplement partir de l'a priori que parce qu'un personnage est instable émotionnellement, hypocrite, son positionnement idéologique est forcément erroné, et que parce qu'un personnage est stable émotionnellement et vrai, son idéologie est forcément correcte? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes sur Death Note et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Cette vidéo m'a demandé pas mal de temps et de passion pour la réaliser. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos impressions en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos retours. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.